Donc, l'archipel de Malte a connu un très haut degré de développement pour l'époque, parce que nous sommes entre 4500 ans et 2500 ans avant Jésus-Christ. On peut résumer ainsi, il y a eu 2 millénaires de prouesses architecturales, et ceci bien avant la grande civilisation de la Crète. Et les spécialistes sont nombreux à penser que la Crète, en fait, est dans une certaine mesure débitrice de Malte. Alors, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas non plus quel dieu on adorait dans ces curieux temples. Je dis curieux parce qu'ils avaient un plan ellipsoïdal et aucune autre architecture de cette époque en Méditerranée ne présente ce type de plan. Nous n'avons aucune autre trace de ces constructeurs admirables, nous avons seulement des hypothèses. Ces temples si mal connus sont les ruines monumentales d'une ancienne et mystérieuse, ce sont des mots que je choisis avec beaucoup de soin, une ancienne et mystérieuse civilisation apparue au Néolithique, que l'on présente pendant le dernier millénaire avant notre ère. Malte a été colonisée par les Phéniciens puis par les Grecs, et ce sont les Grecs qui l'ont baptisée. En Jésus-Christ, des tombes collectives creusées dans le calcaire apparaissent à Malte. Ces tombes artificielles, d'abord, sont réservées à un seul individu, c'est-à-dire simplement au fond d'un puits. Puis elles sont réservées à plusieurs sujets d'une même famille, puis, ça s'agrandit, d'un même sanctuaire. Et elles peuvent recevoir, vous voyez, elles vont vraiment s'agrandir, elles peuvent recevoir des centaines, on a compté 850 squelettes, et jusqu'à des milliers. 7000 individus recensés dans l'hypogée d'Al-Safalieni, le plus beau, le plus grand des hypogées. Ces grandes nécropoles sont sur plusieurs niveaux, avec de multiples salles souterraines. Elles ne s'arrêtent en fait d'être creusées qu'au moment où les contraintes karstiques donnent leurs propres limites. Avant d'être une île, Malte était la région la plus à l'est d'un territoire qui, très anciennement, ne faisait qu'un avec la Sicile. Alors, certains éléments très, très tangibles nous l'attestent. Les calcaires du tertiaire, caractéristiques de la formation maltaise, correspondent en effet à ceux qui constituent la pointe sud-est de l'île. Malte est distante seulement à 90 km de la Sicile et elle est réunie par une grande plateforme sous-marine. Dans l'île de Malte, en revanche, on compte d'autres temples, dont nous avons le temple de Agarkin, qui est le plus élaboré, il domine la mer. C'est dans l'une de ces 5 salles ovales que fait découverte la Vénus de Malte. Elle est conservée au Musée national d'archéologie et d'autres statues. Pour le protéger aujourd'hui, on l'a couvert d'une immense toile, ce qui d'ailleurs facilite la visite parce que le soleil de Malte est parfois assez dur. L'entrée est marquée quand même par des portails trilithes. Alors les portails trilithes, c'est un portail formé de 3 grosses pierres, 2 verticales qui forment l'embrasure de la porte et qui supportent la troisième, elle, c'est l'entablement. On trouve aussi un puits d'offrande dans lequel on a découvert une statuette de femme stéatopige, sans tête et 2 têtes sans corps. Ensuite, vous avez le temple de Emanidra, qui fut découvert en 1840, et son voisin, le voisin du premier, il est aussi recouvert. Puis ensuite, le temple de Tarchienne, qui est en forme de trèfle. Et les pierres montrent des spirales figurant des animaux sculptés en relief. Ces temples mégalithiques qui font vraisemblablement partie des plus anciens monuments du monde. Aucun outil en métal n'ayant été trouvé à Malte pendant la période de Al-Saflieni, il faut imaginer que ces travaux ont été entièrement réalisés à l'aide de simples outils en bois de serre et en pierre. Et ce, dans une demi-obscurité. Les populations qui nous intéressent aujourd'hui n'ont jamais connu l'âge de bronze.
Oui, alors juste un petit mot sur cette chambre des oracles. Par le trou de l'oracle creusé dans un mur entre deux salles, les prêtres, les savants, les devins, je ne sais pas comment il faut les appeler, sans doute un peu de tous ces noms à la fois, diffusaient des messages inspirés par les dieux. Bien sûr, prétendument inspirés par les dieux. Et c'est l'éternelle hiérarchie entre le commun des mortels et la caste dominante, celle qui se présente comme initiée. Et le troisième niveau, le dernier, est justement réservé aux initiés, à l'élite qui maîtrise la diplomatie, la science et le secret des dieux. Pourquoi ? Et ça, tout le monde rêve de comprendre. Pourquoi, après 2 millénaires, alors je rappelle, de 4500 ans à 2500 ans avant Jésus-Christ, ce peuple a disparu. Et ce fut une vraie disparition. On ne parle pas de déclin progressif. Non. C'est-à-dire qu'il a dû y avoir un fléau naturel, tsunami, maladie, une invasion avec des parts en esclavage pour l'ensemble de la population. Peut-être qu'Indiana Jones pourrait nous répondre. Et puis aussi, une autre question, pourquoi l'archipel a-t-il connu un vide total d'occupants pendant 2 siècles ? Et ça, on le sait. On n'a pas besoin d'Indiana Jones. Les études archéologiques nous ont assuré que de 2500 à 2300 ans avant Jésus-Christ, on ne trouve aucune trace de vie humaine sur Malte. Pourquoi ? On ne sait pas. Si on veut bien se pencher sur ces sanctuaires, qui sont des lieux de vénération, qui sont sacrés, on voit que dans ce peuple, tout se passe entre ciel et terre. Et on pense, les premiers chrétiens ont qualifié de païens les pagani, qui étaient les paysans attachés au culte de la fécondité, et on retrouve à Malte ce fond paysan d'un culte de la Grande Mère. La religion, ici, comporte 2 aspects du monde néolithique. Le premier, un culte rendu à une entité féminine, déesse mère ou déesse de la fécondité, promesse de bonne récolte, de beaux enfants bien portants, et aussi d'une Vénus qui, c'est un peu l'équivalent de la déesse de la fécondité. Et puis le second culte, c'est le culte des morts qui comporte des rites chnoniens. Et les îles de Malte et de Gozo abritent 7 temples mégalithiques. À Gozo, les 2 temples de Gigantia datent de 5000 ans avant Jésus-Christ. On les appelle également tours des géants, d'où le nom Gigantia, parce que les blocs de pierre extérieurs peuvent atteindre 6 mètres de haut. En vous écoutant, nous sommes vraiment devant une civilisation très élaborée. Oui. Et ce premier peuple maltais qui nous a laissé des traces est très attachant. D'une part, c'est un peuple paisible. On n'a retrouvé aucune arme. D'autre part, il semble qu'il ne pratiquait pas de sacrifice humain. Sous les tables de sacrifice, les archéologues n'ont découvert que des os d'animaux. Ce n'est pas le cas de tous les peuples mégalithes. En fait, ces grandes préoccupations étaient les mêmes que les nôtres, les mêmes que celles de toute humanité, pensante et vibrante depuis que le monde est monde. D'abord d'ordre matériel, bien sûr, il faut bien vivre, mais aussi d'ordre métaphysique, parce qu'il faut bien mourir. Et je dirais pour conclure que la dignité de ces grands ancêtres nous émeut particulièrement, et je pense à Baudelaire quand il évoque cette éternelle inquiétude, cette mélancolie des hommes en quête de sacré. Je cite Baudelaire, « Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. »